Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue au Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans cet épisode de Prototype 101, je suis très fier de vous présenter le jeu Natera New Beginning, un jeu québécois qui sera bientôt sur Kickstarter. C'est un jeu des auteurs Éric Fougère et Hugo Tremblay-Ledoux qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être d'amasser le plus de points d'aventure dans votre partie. On incarne des animaux qui sont rendus intelligents après que les humains aient essayé de développer un médicament pour se rendre intelligents et ça a été une catastrophe. Et finalement, l'humanité s'est éteinte et les animaux, eux, sont devenus intelligents grâce à cette expérience et vont tranquillement explorer le monde et les vestiges laissés par les humains derrière eux. Donc, c'est un jeu de type euro de gestion de ressources avec du placement d'ouvriers. On a aussi de la construction de tableaux de cartes. On va avoir des pistes à développer. On va aussi avoir des objectifs à essayer de réaliser, un arbre de technologie qu'on va développer et on va incarner une tribu d'animaux qui va avoir aussi un pouvoir asymétrique dépendamment de quelle tribu on va incarner. On va en avoir 8 à l'intérieur du jeu. Donc c'est un jeu de type euro développement dans lequel on va essayer de marquer le plus de points de victoire pour l'emporter. Alors Natera New Beginning, je vous montre comment on joue et ensuite je vous reviens avec des informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table et on va aller placer le marqueur de saison sur la case 1 de la piste saison, qui est en fait la piste des manches. Le plateau principal se sépare en 5 zones différentes. On en a 4 qui sont dans les extrémités du plateau et une zone centrale qui est la forêt. Dans chacune des zones aux extrémités, on va aller placer 2 tuiles tiers 2 de lieux cachés et une tuile tiers 3. Ce sont des lieux que les joueurs vont découvrir pendant la partie pour avoir accès à des nouvelles actions qui sont plus fortes que les actions de base qui sont déjà dans les différentes zones. On va ensuite prendre les jetons lieux cachés restants et on va les remettre dans la boîte de jeu. On va ensuite placer les jetons leader de zone dans les zones appropriées. On a donc un jeton pour la zone campagne, la zone ville, la zone militaire et la zone du port. On va prendre les tuiles objectifs et on va aller en placer une dans chaque emplacement du plateau principal en respectant la couleur des types d'objectifs. Donc ce sera une course aux objectifs. Le premier joueur à l'accomplir, chaque objectif va pouvoir marquer des points à la fin de la partie et le reste des tuiles objectifs seront remises dans la boîte de jeu. On va former des réserves avec les différents types de ressources. On aura l'endurance, l'agilité, l'intelligence, la nourriture, les batteries et les caisses de matériel. Et on aura aussi les jetons technologie. Dans le bas du plateau principal, on va former une pioche avec les cartes exploration de base ainsi qu'une pioche avec les cartes exploration avancée. On va aussi placer une pioche avec les cartes spécialistes et on va révéler les 5 premières cartes spécialistes pour former un marché de cartes. Chaque joueur va recevoir un plateau personnel ainsi qu'un plateau science. On peut placer notre plateau science du côté qu'on le souhaite. Les bonus ne sont pas les mêmes de chaque côté. Et ensuite, les joueurs vont se choisir une couleur et prendre les jetons de leur couleur. Ils auront leurs 3 marqueurs objectifs ainsi que leurs 8 jetons colonies qu'ils vont placer sur leur plateau personnel dans les emplacements respectifs. Et ils recevront aussi 4 marqueurs d'autorité. Les joueurs vont aller placer leurs 4 marqueurs d'autorité sur la case 0 des pistes autorité sur chacune des 4 zones du plateau central. Les joueurs vont ensuite recevoir une carte tribu et ils vont la placer sur leur plateau personnel. Donc ici, on va incarner la tribu des castors. Chaque tribu va venir avec un certain nombre d'ouvriers. Donc on a 2 types d'ouvriers. On a les explorateurs qui sont des petits ouvriers et on aura un leader qui est un ouvrier qui est plus gros que les autres. Donc on va pouvoir les placer dans la zone d'ouvriers de notre plateau personnel. Et chaque tribu vient avec une tuile pour les ressources de départ ainsi que notre production de départ. Donc le joueur va aller prendre les ressources qui sont indiquées sur cette tuile au début de la partie. On va utiliser les 2 zones de stockage de notre plateau pour pouvoir placer nos ressources. Donc ici, on va commencer avec 4 ressources de nourriture. On va pouvoir les placer dans la zone du haut ici de notre plateau. Et on va avoir 7 ressources d'endurance qu'on pourra placer dans la zone du bas.
De plus, pour la corporation des castors, ils vont commencer avec une colonie déjà construite sur le plateau principal. Ils vont donc prendre un jeton colonie de leur plateau personnel et il pourra placer cette colonie sur n'importe quel emplacement tiers 1 du plateau principal, c'est-à-dire les emplacements qui sont visibles en début de partie. Donc je pourrais la placer à cet endroit-là. Et en plaçant une colonie, on va immédiatement gagner le bonus de colonie qui est associé. Donc ici, on gagnerait 3 ressources de nourriture à ajouter dans notre zone de jeu. Et une fois nos ressources de départ prises, on va retourner notre tuile ressource de départ qui va devenir notre tuile production pour notre tribu. Et finalement, les joueurs vont recevoir leur main de cartes exploration de départ, tel qu'indiqué sur la première case de la piste des saisons. Les joueurs vont aller piocher 4 cartes exploration de base ainsi que 2 cartes d'exploration avancées pour former leur main de départ. Si on est expérimenté avec le jeu, on peut faire un draft pour piger les cartes de notre main de départ. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le marqueur premier joueur. Une partie de Natera New Beginning se joue en 4 manches qui sont représentées par les 4 saisons dans une année. À chaque saison, on va débuter par la phase saison, dans laquelle les joueurs vont effectuer une action à tour de rôle jusqu'à temps que les 2 joueurs passent leur tour. Parmi ces actions, ils pourront d'abord envoyer leur pion d'explorateur ou de leader sur les emplacements d'action du plateau principal dans les différentes zones pour ramasser des ressources et aussi augmenter sur la piste d'autorité de cette zone. Ils pourront aussi dépenser des ressources pour jouer les cartes d'exploration de leurs mains et les placer devant eux pour se construire un tableau de cartes qui va leur donner différents avantages et bénéfices. Ils pourront aussi engager des cartes spécialistes pour placer aussi ces cartes dans leur tableau de cartes personnel. Ils pourront utiliser les habiletés des cartes de leur tableau personnel. Ils pourront aussi progresser sur leur piste technologie pour gagner différents bonus. Ils pourront tenter d'établir des colonies sur le plateau principal pour marquer des points et obtenir des avantages de ressources pendant la partie. Et ils vont tenter d'aller placer leurs 3 drapeaux de marqueurs objectifs, soit sur les objectifs qui sont ici sur le plateau, donc qui sont une course. Le premier joueur à les réclamer seulement va pouvoir placer son drapeau, ou bien ils pourront en placer en atteignant la dernière case des différentes pistes d'autorité du plateau principal. Après la phase d'action, on aura la phase de repos qui est une phase de réinitialisation où les joueurs vont reprendre leurs ouvriers. On va aussi passer le marqueur premier joueur au suivant et on va ensuite piocher de nouvelles cartes d'exploration pour passer à la prochaine saison. Et après les 4 saisons, cela va déclencher la fin de la partie et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque saison se sépare en 2 phases. La première phase est la phase saison. C'est dans cette phase que les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur. Et à son tour, un joueur va jouer une action et on va alterner les tours de jeu, une action à la fois, jusqu'à temps qu'un joueur ne puisse plus faire d'action ou ne veuille plus faire d'action. À ce moment-là, il devra passer son tour et il ne prendra plus de tour de jeu dans cette phase saison. Et on va continuer ainsi jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé leur tour, ce qui va mettre fin à la phase saison. Regardons maintenant en détail les types d'actions que les joueurs peuvent réaliser à leur tour de jeu. La première action est d'envoyer un explorateur ou notre leader sur un des emplacements du plateau principal pour l'activer. Il y a quelques petites règles de placement à respecter pour pouvoir placer nos explorateurs et nos leaders sur le plateau principal. On peut placer nos explorateurs ou notre leader dans n'importe quelle case d'action qui est libre au début de la partie. Donc ici, je pourrais me placer par exemple pour activer cet emplacement avec un explorateur. Les explorateurs ne bloquent pas les cases d'action, c'est-à-dire que les autres joueurs pourraient quand même venir faire la même action où j'ai placé un explorateur. Par exemple, le joueur chimpanzé pourrait venir placer lui aussi son explorateur pour pouvoir activer cette case d'action. Par contre, un joueur ne peut pas avoir 2 de ses meeples sur la même action, donc le joueur castor ne pourrait pas en placer un deuxième, même si ce sont des explorateurs et que la case n'est pas bloquée. On peut aussi placer notre leader sur une case d'action pour l'activer normalement comme si c'était un explorateur. Et le leader de plus, lui, il va bloquer la case d'action, c'est-à-dire que cette case d'action ne sera plus accessible pour placer d'autres explorateurs ou leaders pour le reste de la saison. Si on place un explorateur ou un leader sur un emplacement où il y a une colonie, le joueur qui est propriétaire de la colonie va gagner le bonus de la colonie qui est sur cette case d'action. Par exemple, ici, le joueur chimpanzé gagnerait 4 ressources de nourriture et le joueur castor, qui est le joueur rouge, lui, va gagner 3 ressources de nourriture en activant son bonus de colonie. Les bonus de colonie s'activent même si le propriétaire va activer lui-même cet emplacement d'action. Donc ici, le joueur rouge, en plaçant un explorateur, va gagner 4 nourritures et 3 autres, donc un total de 7 en plaçant un explorateur sur cet endroit.
De plus, lorsqu'on va placer un explorateur ou un leader dans une des cases d'action qui est associée à une des 4 zones sur le bord du plateau, on va augmenter de 1 sur la piste d'autorité de cette zone. Par exemple, si je suis dans la campagne, j'effectue cette action pour gagner de la nourriture, je vais donc avancer mon marqueur d'autorité de 1 sur la piste d'autorité de la campagne. Dès qu'un joueur a avancé sur la piste d'autorité, il va devenir le leader dans cette zone, donc celui qui a le plus d'autorité. Il va donc gagner le jeton leader qu'il va aller placer dans sa zone de jeu. C'est un jeton qui va lui donner des revenus dans la phase de production si on le possède encore lorsqu'on va arriver dans cette phase. Si jamais un joueur nous égalise en autorité, à ce moment-là, on conserve notre jeton de leader. Par contre, si un joueur nous dépasse en autorité, à ce moment-là, il va aller nous voler notre jeton de leader. Donc le joueur vert va aller le voler au joueur rouge et c'est lui qui va le placer dans sa zone de jeu. Si jamais le joueur rouge est en possession du marqueur de leader avec 1 d'autorité et qu'il perd son point d'autorité, puisqu'on peut des fois les dépenser pour activer certains effets de lieu ou de carte, à ce moment-là, il devra rendre son jeton de leader sur le plateau. Donc on doit avoir au moins 1 point d'autorité pour être en possession d'un jeton de leader. Si jamais un joueur atteint 3 en autorité dans une zone, à ce moment-là, on va révéler les 2 lieux tiers 2. Donc, on va retourner les tuiles lieux cachés du côté face visible et ce seront de nouveaux lieux plus puissants pour pouvoir y placer des explorateurs ou des leaders pour faire ces actions. Par contre, ces actions demandent d'avoir un minimum d'autorité pour pouvoir les effectuer. Donc, on doit avoir 3 d'autorité au minimum sur la piste dans cette zone pour pouvoir y placer un explorateur ou bien un leader pour pouvoir activer ces actions. Donc ici, le joueur rouge pourrait le faire puisqu'il a 3 d'autorité, mais le joueur vert n'aurait pas accès à ses actions puisqu'il a 0 d'autorité dans la campagne. Et si un joueur atteint 6 en valeur d'autorité, à ce moment-là, on va révéler le lieu tiers 3 qui sera accessible et le lieu tiers 3 va demander d'avoir un minimum de 6 d'autorité dans cette zone pour pouvoir placer un explorateur ou un leader sur cette case d'action pour l'activer. Regardons les effets des lieux de base sur le plateau principal. Premièrement, la zone de forêt au centre du plateau. C'est une zone qui n'est pas associée à une piste d'autorité et les emplacements d'action dans cette zone n'ont pas aussi d'emplacement pour pouvoir y placer des colonies. Les emplacements dans la forêt nous permettent de gagner des ressources soit d'endurance, d'agilité, d'intelligence, des batteries, des caisses de matériel ou bien de la nourriture, mais chacune de ces cases d'action va me demander de défausser une carte exploration de ma main pour pouvoir l'activer. Dans la zone de campagne, on a un emplacement pour gagner de l'endurance et un emplacement pour gagner de la nourriture. Dans la zone de ville, on a un emplacement pour gagner des caisses de matériel, ainsi que piocher des cartes exploration, soit des cartes de base ou des cartes avancées. Dans la zone militaire, on a un emplacement pour gagner des batteries. On a un emplacement qui va nous faire descendre sur une des 4 pistes d'autorité pour pouvoir monter sur une autre et piocher une carte d'exploration, soit de base ou avancée. Et finalement, dans le port, on va aller faire des échanges. Donc ici, on va payer 2 de nourriture pour pouvoir gagner 2 d'intelligence. Et ici, on va payer 2 de nourriture pour pouvoir gagner 2 d'agilité. Et pour tous les effets de colonie, ce sont des effets qui vont nous faire gagner des ressources supplémentaires, ce que la case d'action donne déjà. La deuxième action possible est de jouer des cartes exploration de notre main pour pouvoir les placer dans notre tableau de cartes personnel. Pour jouer une carte exploration de notre main, on va payer un des 3 coûts de la carte. Donc ici, je dois payer soit 2 ressources d'endurance, une ressource d'agilité ou bien 2 ressources d'intelligence. On a aussi certains prérequis pour jouer la carte. Par exemple, ici, j'ai un prérequis d'avoir un explorateur ou mon leader qui est placé présentement dans la zone de la campagne sur le plateau principal. Je vais donc décider de payer 1 d'agilité, donc je vais dépenser la ressource d'agilité de ma zone de jeu et la retourner dans la réserve. Je vais placer la carte devant moi. C'est une carte avec un fond gris, c'est-à-dire que c'est un effet instantané. Donc ici, je vais gagner 10 ressources de nourriture que je vais placer dans ma zone de jeu. De plus, les cartes vont nous donner un certain nombre de points de victoire à la fin de la partie. Celle-ci va m'en enlever un, le moins 1 de valeur de points de victoire. Et on a aussi certains symboles de tag qui peuvent être utiles pour des prérequis de certaines cartes ou bien des effets de combo des cartes qu'on va jouer plus tard dans la partie. Ces tags peuvent aussi être pratiques pour certains objectifs sur le plateau principal. Il existe aussi des cartes d'exploration qui vont nous donner des bonus de production, c'est-à-dire qui vont augmenter nos revenus dans la phase de production à la fin de chacune des saisons. On peut reconnaître ces cartes avec le symbole de la main qui représente la phase de production. Donc ici, pour jouer cette carte, je vais soit payer 5 ressources d'endurance, 4 ressources d'agilité ou 3 ressources d'intelligence. Je vais décider de payer avec mes 3 ressources d'intelligence.
et je vais placer cette carte dans ma zone de jeu. On avait un prérequis d'avoir un explorateur ou bien notre leader dans la zone du port du plateau principal. Disons qu'on avait le prérequis évidemment pour jouer cette carte. Comme c'est une carte de revenu, on ne gagne pas son effet de production immédiatement et on va plutôt glisser la carte sous la zone de production de notre plateau personnel. Donc maintenant dans la zone de production, je vais pouvoir gagner tous les bénéfices ici de ma petite tuile de tribu et les bénéfices de cette carte à la fin de chacune des manches. Et on va aussi s'arranger pour garder les tags visibles puisqu'ils seront utiles pour d'autres synergies ou bien pour atteindre les objectifs. On retrouve aussi certaines cartes qui auront une bande d'action orange. Donc ici, je pourrais jouer cette carte pour une ressource d'agilité, la placer devant moi. Elle va me donner un point de victoire à la fin de la partie. Et comme c'est une habileté orange, c'est une habileté que je pourrais utiliser plus tard dans un prochain tour de jeu comme action. Donc ça me permettrait de transformer 14 ressources de nourriture pour pouvoir gagner un jeton technologie et le placer dans mon arbre de technologie. Certaines cartes d'exploration vont avoir des prérequis qui sont en lien avec les pistes d'autorité des différentes zones du plateau principal. Par exemple, pour jouer cette carte, je dois avoir au minimum 2 d'autorité dans la section de la campagne. Je pourrais alors payer un des 3 coups de la carte, donc si je pourrais payer 6 d'endurance pour pouvoir la jouer dans mon tableau personnel. C'est une carte qui va me donner un point de victoire à la fin de la partie. C'est une bannière grise, donc un effet instantané, ce qui va me permettre de gagner une batterie dans ma zone personnelle et je vais aussi gagner un point de technologie. Donc je vais pouvoir aller placer un jeton de technologie dans mon arbre technologique. Les premiers points devront être placés dans une des 3 cases dans le bas de l'arbre de technologie, donc je pourrais le placer ici. C'est une zone qui va me donner des revenus dans la phase de production, donc je vais pouvoir soit gagner 2 d'intelligence ou 6 de nourriture à la fin de chacune des manches. Et finalement, on retrouve certaines cartes qui vont avoir des prérequis qui sont associés aux différents tags. Donc pour jouer cette carte, je vais avoir 2 tags scientifiques dans mes autres cartes de mon tableau personnel. Donc si j'en ai un et j'en ai un deuxième ici, donc j'ai le prérequis. Je peux donc jouer cette carte dans mon tableau. Je pourrais ici dépenser 5 ressources d'endurance pour la placer dans ma zone de jeu. Et cette carte va me donner un point de technologie, donc pouvoir aller placer un deuxième point de technologie dans mon arbre. Je peux toujours placer les emplacements du bas, sinon je peux suivre les chemins, donc j'aurai accès ici à l'emplacement qui est ici, puisque j'ai l'emplacement qui est juste en dessous, donc je pourrais le placer ici pour pouvoir gagner 6 ressources de batterie. La prochaine fois que je vais gagner un point de technologie, je pourrais le placer ici, ici, ou bien aller sur cet emplacement-là en suivant les différents chemins. Donc je pourrais le placer ici et augmenter de 2 sur une piste d'autorité du plateau principal. La prochaine fois, je pourrais décider de me placer ici, qui me permettrait de déplacer un explorateur ou mon leader sur une nouvelle case du plateau et de l'activer, mais je vais perdre un point d'autorité à ce moment-là. Ou bien je pourrais aller sur l'emplacement qui est ici, qui me donne un point d'autorité dans chacune des pistes d'autorité du plateau principal. Et éventuellement, je peux aussi aller déverrouiller les emplacements qui vont me donner des points de victoire à la fin de la partie. Chacune des cases peut être réclamée une seule fois sur notre arbre de technologie tout au long de la partie. La troisième action est d'engager une carte spécialiste. Donc on peut engager n'importe quel des spécialistes qui est face visible dans le marché de cartes. Tous les spécialistes ont des coûts qui sont en nourriture. Donc ici, si je veux engager le spécialiste qui est ici, je vais aller dépenser 12 de nourriture dans ma zone personnelle, les retourner à la réserve et je vais pouvoir engager ce spécialiste. Je vais donc aller le placer dans ma zone de jeu avec le reste de mes cartes. Toutes les cartes spécialistes vont avoir 2 types d'effets. Premièrement, ce sont des cartes qui vont me donner un effet instantané. Donc, on va gagner ce qui est dans la bannière grise. Donc, ici, en l'engageant, je vais gagner 5 ressources de caisse de matériel. De plus, les spécialistes vont avoir une habileté d'activation avec la bannière orange qu'on pourra activer dans un prochain tour de jeu en utilisant notre action pour échanger des batteries et activer l'habileté ici qui me donnerait à nouveau 5 caisses de matériel. Les spécialistes ont aussi une valeur de points de victoire à la fin de la partie. Celui-ci me donne 0 et ils vont avoir le tag spécialiste qui peut être utile pour certains prérequis de cartes pour les placer dans notre tableau ou certaines synergies de cartes ou bien obtenir les objectifs. Après avoir acheté une carte spécialiste, on va révéler une carte de la pioche pour la remplacer pour qu'il y ait 5 cartes toujours dans le marché de cartes spécialistes. Le quatrième type d'action est d'activer les bannières d'action qui sont sur nos cartes, c'est-à-dire les bannières qui sont oranges, soit sur des cartes exploration, sur des cartes de spécialistes, et on a même une bannière orange de base qui est d'établir des colonies qui se retrouvent sur notre plateau joueur.
Toutes ces actions ont un coût en ressources qui leur est associé et on peut faire ces actions le nombre de fois qu'on veut dans une saison. Par exemple, si je veux activer la bannière d'habileté de cette carte, je vais payer 14 ressources de nourriture, ce que je n'ai pas présentement, et ça va me permettre d'aller placer un jeton de technologie dans mon arbre de technologie. Si je veux activer l'habileté de mon spécialiste, je vais aller payer 5 batteries et ça va me donner 5 caisses de matériel. Et ensuite, je pourrais ici payer 10 ressources de caisse d'un matériel pour pouvoir faire l'action d'aller placer une colonie sur le plateau principal. Je vais donc prendre un de mes jetons colonie et je vais pouvoir placer cette colonie sur n'importe quel emplacement de colonie qui est libre. Donc, chaque emplacement est limité à un jeton de colonie pour la partie. Donc, je pourrais décider de le placer à cet endroit-là. Et je vais activer immédiatement son effet. Donc, ici, je vais gagner 2 ressources d'endurance en plaçant mon jeton colonie. Si jamais des lieux tiers 2 ou tiers 3 sont face visible, ces lieux vont aussi avoir un emplacement pour y placer une colonie. Par contre, pour que le joueur puisse placer sa colonie, il doit avoir le prérequis qui est demandé sur la piste d'autorité. Donc ici, pour placer une colonie, je dois avoir au moins 3 d'autorité pour le placer à cet endroit-là. Et chaque jeton colonie qui est placé va nous donner 3 points de victoire à la fin de la partie. Les joueurs vont aussi tenter d'aller placer leurs marqueurs objectifs qui sont les jetons drapeaux. Chaque drapeau qui sera placé va nous rapporter 7 points de victoire à la fin de la partie et on peut les placer à 2 endroits différents. On peut les placer sur les objectifs si on est le premier à atteindre un objectif. On est obligé d'aller le placer à ce moment-là. Ou bien si on est le premier à atteindre la case 10 sur une des pistes d'autorité du plateau principal. Par exemple, avec les tuiles objectifs qu'on a placées dans cette partie, donc le premier joueur à avoir 5 tags de spécialiste va pouvoir aller placer un de ses drapeaux sur cet objectif et à ce moment-là, il est bloqué pour le reste des joueurs. Le premier joueur à avoir placé une colonie dans la zone campagne, la zone port et la zone militaire va pouvoir placer un de ses drapeaux à cet endroit-là. Le premier joueur à atteindre 3 dans l'autorité de chacune des pistes du plateau principal. Le premier joueur à avoir 7 jetons technologie sur son arbre de technologie. Et le premier joueur à avoir 4 fois ce tag sur ses cartes va pouvoir réclamer cet objectif. Et si un joueur atteint 10 d'autorité sur une piste, il va pouvoir aller placer un de ses drapeaux à cet endroit-là. Encore une fois, c'est le premier joueur à le faire qui pourra le placer et cet emplacement sera bloqué pour les autres joueurs. Mais les autres joueurs peuvent quand même atteindre 10 d'autorité, mais ne pourront pas placer de drapeau. Réclamer un objectif n'est pas une action, donc c'est une action gratuite qui va se faire à notre tour de jeu et elle est obligatoire, donc dès qu'on a les conditions d'un objectif ou qu'on a atteint 10 sur une piste d'autorité, on est obligé d'aller placer un de nos drapeaux si on en a encore de disponibles. En plus de son action principale, les joueurs ont accès à une action gratuite qui est de défausser 2 cartes de leur main pour pouvoir gagner une des 6 ressources de leur choix. Par exemple, je pourrais défausser 2 cartes pour pouvoir gagner une ressource de caisse de matériel. Cette action gratuite peut être faite plusieurs fois dans un tour de jeu tant qu'on a des cartes à défausser pour pouvoir gagner des ressources. Et à la fin de leur tour de jeu, les joueurs ont un maximum de 8 cartes en main qu'ils peuvent conserver, donc les cartes excédentaires devront être défaussées pour être transformées en ressources. Si jamais on défausse seulement une carte excédentaire, à ce moment-là, ça ne nous rapporte pas de ressources, on va tout simplement défausser la carte. Et lorsque tous les joueurs passeront leur tour dans la phase de saison, cela mettra fin à cette phase et on va passer à la deuxième phase qui est la phase repos. Premièrement, les joueurs vont reprendre leur leader ainsi que leurs explorateurs du plateau principal et les remettre sur leur plateau personnel. On va ensuite gagner toutes les ressources de notre production, c'est-à-dire tous les symboles où il y a une main seront déclenchés et on va gagner ces revenus. Donc par exemple, ce joueur ici, il va gagner 3 ressources de nourriture, 3 ressources d'endurance, 3 ressources d'intelligence, plus 2 autres intelligences ici, donc 5. Ensuite, il va pouvoir activer l'emplacement qui est ici sur son arbre technologique, donc soit 6 de nourriture ou 2 d'intelligence. Je vais prendre les 6 de nourriture. De plus, la tribu du castor a un revenu spécial, c'est d'activer un emplacement où il a une colonie. Donc ici, je vais gagner 3 nourritures supplémentaires avec ma colonie sur l'emplacement nourriture. Et si jamais les joueurs sont en possession de jetons leader pendant la phase de production, ils vont pouvoir gagner les ressources qui sont indiquées sur les jetons qui sont en leur possession. On va ensuite piocher de nouvelles cartes d'exploration selon ce qui est indiqué sur le plateau principal à la manche numéro 2. Donc ici, on va gagner 3 cartes d'exploration de base ainsi qu'une carte d'exploration avancée qu'on va pouvoir ajouter à notre main de cartes. Si on est avancé avec le jeu, on peut procéder à un draft pour ces cartes. Et finalement, on va passer le jeton premier joueur au joueur suivant. Et on va avancer le marqueur de saison à la prochaine saison et on est prêt à débuter la deuxième saison.
Et après la deuxième saison, on va jouer une troisième et une quatrième saison. Et à la fin de la phase saison de la saison 4, on va passer directement à la fin de la partie et au décompte final des points. Les joueurs peuvent utiliser les feuilles de score pour pouvoir cumuler les scores de chacun des joueurs. Premièrement, on va marquer 7 points de victoire pour chaque drapeau d'objectif qu'on a réussi à placer pendant la partie. On va marquer 3 points de victoire pour chaque colonie qu'on a réussi à placer sur le plateau. On va aller marquer les points de victoire d'un arbre technologique qu'on a réussi à déverrouiller. Ensuite, on va aller regarder la piste d'autorité de chacune des zones. Donc, le joueur qui va être en possession du jeton de leader va marquer 7 points de victoire et le joueur en deuxième position va marquer 3 points de victoire. Le joueur en deuxième position doit au minimum avoir 1 d'autorité sur la piste pour pouvoir obtenir ses points. Et on va marquer les 3 autres pistes autorités de la même façon. Et ensuite, on va additionner les points de victoire qui sont sur nos cartes spécialistes ainsi que nos cartes exploration dans notre tableau de cartes personnel. Et on va cumuler tout ça ensemble pour faire notre score final. Et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de caisses de matériel restantes qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Natera New Beginning. Je vous reviens avec des informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. Et voilà, c'était les règles du jeu Natera New Beginning. J'espère que ça vous donne une bonne idée du fonctionnement du jeu pour savoir si c'est un jeu qui va vous plaire. Il est à noter que j'ai travaillé évidemment avec une version prototype du jeu, même si ce sont des versions assez avancées près de la version finale. Il y a toujours sujet à changement au niveau des composantes, au niveau du visuel, des couleurs et des choses comme ça. Donc ça peut quand même diverger un peu par rapport à ce que vous allez voir dans la campagne Kickstarter et ce que vous avez vu dans cette vidéo. Ça fait plusieurs années que je croise Eric et Hugo dans les conventions de jeux ici au Québec, puis j'ai toujours trouvé que leur jeu avait l'air intéressant, mais j'avais jamais le temps de l'essayer pendant les conventions. Il y avait toujours des gens qui allaient à leur table de démo pour pouvoir l'essayer. Donc cet été, j'ai invité Eric et Hugo chez moi pour qu'ils puissent me montrer le jeu, qu'on puisse faire une partie ensemble. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'ai d'ailleurs nommé Natera comme jeu coup de cœur au mois de juillet dans notre fameux segment mensuel des coups de cœur. Donc un gros jeu euro de gestion. Donc si vous aimez ce type de jeu-là, je pense que c'est un jeu qui va bien vous plaire. C'est un jeu qui sera lancé sur Kickstarter en sociofinancement le 27 juillet 2024. Donc on vous invite à aller visiter la campagne la journée du lancement. On va vous laisser le lien de la campagne en description de la vidéo. Le jeu sera disponible en anglais et en français aussi, là, si vous êtes intéressé à le supporter lors de la campagne. Donc vous pourrez découvrir justement les prix, ce qui vous est offert, les coûts de shipping, ces choses-là. Vous pourrez découvrir toutes ces informations sur la campagne là, à la journée du lancement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'août 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Les Charlatans de Bécastel Duel. Donc, ma question du jour est la suivante. Quel est votre jeu québécois favori? Donc, je pense qu'il faut être très fier des jeux qu'on fait au Québec. On en fait des excellents dans les dernières années. Et évidemment, je pense que Natera va pouvoir entrer dans cette catégorie dans le futur. Donc, laissez-nous la réponse simplement en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez pour 5$, vous aurez aussi sur une Patreon, vous aurez aussi une participation gratuite à chaque lundi pour le concours. Donc, bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.